Bien, bonjour à tous et toutes. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle séance. Il y a 1 minute avant que... J'attends 1 minute que on y arrive. Bien, nous allons découvrir aujourd'hui, vous allez plutôt découvrir aujourd'hui notre premier cours de grammaire. Notre première activité, donc grammaticale. Je vous rappelle que cette grammaire, elle représente grosso modo la moitié de la note de l'écrit en français au concours, et elle représente la moitié, allez, entre un tiers et une moitié, des activités de français d'un enseignant. L'enseignant de primaire, que fait-il? Eh bien, il apprend la maîtrise de la langue à ses élèves. Et je vais commencer par quelques informations sur la grammaire, et puis nous ferons notre premier cours de grammaire. Une information avant toute chose, c'est qu'on n'attend pas de vous seulement une capacité à connaître la grammaire. C'est-à-dire que si je vous mets un mot au tableau et je vous dis qu'est-ce que c'est que ce mot-là, je ne veux pas que simplement vous sachiez que c'est un adjectif, que c'est un nom, que c'est un verbe, que c'est... Bon. Il faut que vous ayez une capacité d'analyse, de réflexion, de prise de distance par rapport au phénomène linguistique. On ne vous demande pas d'en savoir autant que les élèves. On vous demande d'avoir suffisamment de recul vis-à-vis du phénomène grammatical pour pouvoir analyser vous-même la langue, en savoir quelles sont les difficultés et transmettre ces informations aux élèves. Transmettre l'essentiel des informations aux élèves. Alors tout d'abord, ce qu'on appelle la grammaire, ce sera mon premier point. La grammaire, avant toute chose et essentiellement, c'est une description. Ça, c'est très important d'avoir cela en tête. La grammaire est descriptive. Autrement exprimé, le regard du grammairien, l'attitude du grammairien vis-à-vis d'un phénomène, cette attitude, c'est une attitude d'analyse et de définition d'un phénomène. Voilà pourquoi finalement les premières grammaires modernes, elles datent du XVIIe, XVIIIe siècle, elles datent du développement des sciences, et en particulier de la science qui est la plus proche de la grammaire, qui est les sciences de la vie et de la terre. Pourquoi? Eh bien parce que ce que fait le grammairien, c'est ce que fait finalement le botaniste ou le zoologiste. Voilà une plante, voilà un mot. À quoi elle ressemble cette plante? À quoi ressemble ce mot? À quelle famille appartient cette plante? À quelle famille appartient ce mot? Dans quoi pousse ce mot? J'ai le mot radiateur. Est-ce qu'il pousse dans un terreau qui sera là, radiateur, avec un verbe qui serait s'échapper? Le radiateur s'échappe dans les bois par la fenêtre. Radiateur s'échappe dans les bois par la fenêtre. Est-ce que le mot radiateur est bien planté dans le bon terreau? Est-ce que le mot radiateur est bien planté dans la bonne phrase? Bon, peut-être pas. Donc, j'ai une plante, je regarde à quoi elle ressemble,
je regarde quelle est sa famille, je regarde où elle pousse. J'ai un mot, eh bien, je regarde à quoi il ressemble, je regarde d'où il vient, comment il s'emploie, comment il est fabriqué. C'est à partir du XVIIe siècle, siècle Louis XIV pour nous, que se développent véritablement les sciences naturelles. On aura au siècle d'après de grands naturalistes, comme par exemple Buffon, Buffon qui étudiera les plantes et les animaux. Et la grammaire, eh bien, elle participe de ce mouvement-là. C'est une activité qui consiste à décrire un phénomène. Vous prenez ce mot-là, par exemple, ce mot-là, description, à quoi ressemble ce mot-là? Ben, il y a une lettre ici, une lettre là, encore une là, encore une là. Bon, il y a un ensemble de lettres. Si, quand ce mot-là, je le transfère à l'oral, ça me donne quoi? Eh bien, le grammairien, d'abord, ce qu'il fait, c'est qu'il observe l'usage du mot. Il va partir de haut en bas de la France et puis il va se demander comment les gens verbalisent cela. Est-ce que c'est cheval? Voilà un cheval. Est-ce que c'est cheval? Oui. Grande partie de la population dira cheval. Bon, très bien, le cheval. Est-ce que c'est cheval? Cheval. Est-ce qu'on entend le cheval? Ou est-ce que c'est cheval? Bon, ben, un certain nombre de personnes disent cheval, d'autres cheval. Est-ce que c'est cheval? Remontez sur le cheval. Bon, ben, ça se peut, ça se peut. Moi, j'ai pas d'avis particulièrement là-dessus. Est-ce que c'est cheval? Ah, cheval. Bon, qu'est-ce que c'est que la manière de verbaliser ce mot-là dans une langue qui se parle dans la moitié de l'Afrique, un quart des États-Unis, de l'Amérique du Nord, pardon, un quart de l'Amérique du Nord, qui se parle dans tout le Moyen-Orient? Qu'est-ce que c'est que la verbalisation, la vocalisation de ce mot-là? Et puis ensuite, ce mot-là, quand on le met dans un terreau particulier, quel est-il? Ben, les chevals. Bon, eh ben non, c'est pas ça. Les chevals, ils ne poussent pas dans ce terrain-là. Ils poussent dans un autre terrain. Les chevaux. Ouais, pourquoi? Pourquoi? Quelles sont les raisons qui font que tous les mots finissent par S au pluriel, sauf quelques-uns, dont celui-là? Donc la première action du grammairien, c'est de décrire un phénomène qui est la langue. C'est ça, le vrai travail d'un grammairien, c'est une description. Et avec cette description, on va une analyse. Une analyse du phénomène, des raisons du phénomène. C'est ce qu'on attendra souvent de vous. On vous donnera un ensemble de mots et on vous dira justifier l'accord de celui-ci avec celui-là. On vous donnera une copie d'élève et on vous dira comment est-ce que l'élève écrit. Ben, vous allez dire, ben, l'élève, là, il a fait un assemblage, il a mis un déterminant pluriel, il a mis un pluriel au bout du nom, donc il a compris une règle, c'est que pluriel du déterminant, pluriel du nom, très bien, mais il lui manque un petit quelque chose. Il lui manque un petit quelque chose, c'est qu'en fait, ce n'est pas tout à fait de cette façon-là que se font les pluriels. J'ai une copie d'élève, je décris cette copie d'élève et j'essaie de voir comment cette copie d'élève, elle manifeste des phénomènes. Donc la grammaire, avant toute chose, c'est une description. Et cela vous explique sans doute quelque chose que vous avez peut-être des difficultés à appréhender dans l'actualité quand on parle de grammaire. Vous avez dans le discours global et national de tous les journalistes ou toutes les élites une idée que de moins en moins les élèves maîtrisent la grammaire, de moins en moins les élèves savent écrire un français normé. Et puis parallèlement, chaque fois qu'un linguiste fait un livre, le linguiste dit, mais ça, on s'en fout en fait. Ils savent moins maîtriser la grammaire. On s'en fout, ça n'a pas une importance terrible que de maîtriser les accords du participe passé. Ça n'a pas une importance aussi grande
de respecter toutes les règles telles qu'elles sont écrites. Pourquoi? Parce que les grammairiens, ce sont des individus qui procèdent à une description de l'existant. Et si l'existant change, ça ne pose pas de problème aux grammairiens. Donc l'activité grammaticale en soi, ce n'est pas une activité qui consiste à corriger. C'est une activité qui consiste à analyser, à décrire. Et voilà pourquoi je vous dirai dans quelques instants quelles sont les méthodes utilisées par le grammaire. La grammaire est une description. Cependant, il ne faut pas oublier que ce que décrit la grammaire, c'est un bien commun, c'est-à-dire que la langue, elle est partagée par un ensemble d'individus. Rappelez-vous mon CM, la langue, c'est propre à un groupe humain, c'est propre à un ensemble d'individus. C'est la mise en œuvre du langage, c'est-à-dire c'est la manière dont un groupe d'individus va parler. Et de fait, sur cette langue s'expriment un certain nombre d'opinions, d'avis et d'utilisation et d'usage qui ne sont pas simplement de l'ordre du scientifique, c'est-à-dire qu'on ne se contente pas de les décrire, on les utilise aussi. Prenons un petit exemple, mon exemple de l'herboristerie ou des sciences naturelles de tout à l'heure. Le grammairien, qu'est-ce qu'il fait finalement? Bien, le grammairien, il aurait un herbier dans lequel il collerait les mots. Il trouve une plante, il ouvre une page, il met sa plante dedans, puis en face, il dit, elle a des feuilles vertes, elle a des fleurs jaunes, elle a des petites racines, voilà. Un herbier. Pour la langue, ça s'appelle un dictionnaire. Le dictionnaire, c'est l'herbier, c'est le mot, c'est l'ouvrage dans lequel on met tous les mots. Mais aussi, ce qu'il a, le grammairien, c'est qu'il a aussi un livre de jardinage. C'est-à-dire qu'il va parallèlement dire la page qui se trouve dans la plante qui se trouve page 17 de l'herbier, il faut la mettre dans une terre qui est comme ceci et comme cela, il faut la mettre il faut l'arroser tous les 2 jours, il faut lui mettre, il faut couper les feuilles à telle saison, etc. Un livre de jardinage qui explique comment fonctionne la plante. Ça, c'est le livre de grammaire. Mais parallèlement, ben, la plante, elle a une autre personne qui s'en occupe, c'est celle qui la mange. Et le commun des mortels, lui, ce qu'il a plutôt, c'est un livre de cuisine. C'est-à-dire un ouvrage dans lequel il va dire ce qu'il peut faire de la plante une fois qu'elle a poussé, ce qu'on doit faire de la plante, on doit la faire cuire, on doit la manger. Et la société, la nation, le groupe humain, le groupe social, ils ont un usage de la langue et cet usage ne se contente pas d'être descriptif, il est politique. Voilà pourquoi, dans les États modernes, la grammaire, elle a une fonction descriptive, ça c'est la science, mais elle a une fonction prescriptive, qui est une forme de dévoiement de la grammaire. Autrement exprimé, si je vous dis les chevals, ça va vous faire tiquer. Et pourquoi ça vous fait tiquer? Non pas parce que vous ne comprenez pas ce que je dis, mais parce que vous avez admis qu'il y avait une forme de la langue qui était une forme collective, qui était une forme partagée, qui était une forme qui est celle que nous devons tous utiliser. Puisque nous sommes une nation, nous sommes un ensemble d'individus qui vivons ensemble et qui partageons des valeurs. Puisque nous sommes une société, puisque nous sommes un groupe humain, eh bien, nous avons tendance à normaliser nos fonctionnements. Autrement exprimé, les lois qui s'appliquent à tel coin de la société, tel coin de l'État, tel coin de la nation, tel coin du pays, ont tendance à s'appliquer aussi dans les autres coins du pays, de la nation.
les lois liées à la justice en général, les lois liées au comportement et les lois liées à la langue. Liées à la langue. Je vous expliquerai ça un petit peu plus précisément dans mon CM. Cette idée-là, elle nous vient prioritairement pour le français de François Ier. Et François Ier comprend que le pouvoir royal, s'il veut s'exprimer, il faut que ce pouvoir se traduise par des mots compréhensibles par tous. Il émet un édit qu'on appelle l'édit de Villers-Cotterêts, je vous écrirai ça dans mon CM, qui fait du français la langue de la justice. Vous habitez Bordeaux, vous êtes condamné à quelque chose, on vous donne votre acte de condamnation. Et vous venez de Toulouse, vous venez de 200 km plus loin, vous êtes incapable de lire ce à quoi on vous a condamné et ce dont on vous accuse. Problème. François Ier dit maintenant stop, la justice, elle s'exprimera dans une langue que tout le monde maîtrisera. La langue est une fonction collective, un moyen de communication que nous partageons tous. Et pour que ce soit le cas, hélas, dira le grammairien, hélas, eh bien, il faut qu'elle soit normalisée, il faut qu'elle soit organisée, il faut qu'elle soit construite chez tout le monde, quelque sorte de façon identique. La loi, mais la loi de la nation, la loi de la société, la loi de l'État, dans tous les pays modernes, à un moment ou à un autre, elle a besoin d'une langue identique et normalisée. Normalisée à peu près dans sa prononciation, bien que ça ne soit pas si important que cela, nous avons des accents locaux, mais en tout cas normalisée dans son écriture. C'est l'école qui généralement est chargée de normaliser sur un territoire donné l'usage de la langue. Et l'école, elle a donc un usage prescriptif de la grammaire. Une fois que le grammairien a dit bah, cheval, ça se prononce plutôt cheval et ça fera au pluriel chevaux, une fois que le grammairien a dit cela, eh bien ça devient une règle de grammaire, une obligation de la grammaire, ça devient une imposition. On passe donc de la description à l'imposition. On passe d'une science qui étudie un objet à une instrumentalisation de cette science. La grammaire devient une pression sur chaque enfant. Il faut maîtriser les règles de la grammaire. Pour comprendre un peu les choses de manière comparée, pensez simplement aux savants qui ont inventé la bombe atomique. Eux, ils ont découvert des atomes, ils ont découvert des principes physiques. Ça, c'est la description de la science. Mais il y en a un dévoiement, il y en a une utilisation, il y en a une conséquence de leur découverte, c'est qu'on fabrique des bombes atomiques. Et ce qui ne voulait pas, sans doute, ces savants, c'est qu'on utilise leurs découvertes scientifiques pour faire autre chose que des découvertes scientifiques. Mais il y a instrumentalisation de la physique. Eh bien, ce que fait l'école, ce que fait l'État, ce que fait la nation, ce que fait tout groupe humain, c'est de l'instrumentalisation de la grammaire pour en faire des lois, des règles, des fonctionnements. Voilà pourquoi il y a très souvent un discours contraire entre les médias, par exemple, ou les politiques et les grammairiens. C'est que les grammairiens, nous, tout nous va. À partir du moment où c'est prononçable, où c'est prononcé, où c'est décrit, eh bien, tout peut fonctionner. Alors qu'évidemment, quand on pense à une nation, c'est plus compliqué. Je vais vous donner deux exemples qui vont vous permettre de saisir un petit peu davantage la chose. La loi d'Exon, D-E-X-O-N-E, nom d'un député. De 1974, rompt une
tradition, une obligation qui était celle de l'école française, qui était de n'avoir que le français en usage. C'est l'article 1 de la loi de 1881, dit loi Ferry. La loi Ferry de 1881, elle dit seul le français est en usage dans l'école. Seul le français est en usage dans l'école. La République française comprend que pour imposer une identité nationale, il faut qu'on partage des valeurs. Et la première des valeurs, c'est la langue, c'est la capacité à s'exprimer les uns avec les autres. Cette langue, elle s'exprimera à l'école, qui devient obligatoire. Elle s'exprimera aussi pour les garçons au service militaire, qui devient aussi obligatoire. Dans 3 ans, vous allez à l'armée, vous allez déplacer de votre région, vous allez parler avec d'autres enfants, adultes, service militaire adulte, parler en français. En 1974, l'État revient là-dessus et autorise l'enseignement en langue régionale. Mais alors, question, qu'est-ce que c'est que la norme des langues régionales? Et le cas s'est posé pour toutes les langues. Est-ce que le breton, c'est le breton qui se parle à Quimper? Est-ce que c'est le breton qui se parle dans l'arrière-pays, du côté de Brocéliande? Est-ce que c'est le breton qui se parle à Saint-Malo? C'est quoi le breton? Et il y a une grande querelle encore aujourd'hui entre la prononciation et l'écriture du breton, entre ceux qui se parlent plutôt au nord et ceux qui se parlent plutôt au sud de la Bretagne. C'est quoi la description à enseigner du breton? Même chose sur le niçois, côté de Nice. Il y a un niçois du port, près de la mer, et il y a un niçois de la Vésubie. Alors, Nice, une petite ville, c'est une grosse ville, très grosse ville, qui se trouve en bas, finalement, des Alpes. Et il y a une rivière, un fleuve qui descend des Alpes en direction de la mer, qui s'appelle la Vésubie. Une vallée de la Vésubie, et cette Vésubie, elle déborde tout le temps. Quand on a en général des faits divers climatiques à Nice, c'est le fait que la rivière a dévalé et entraîné tout devant elle. Ben, il y a un niçois de l'arrière-pays et il y a un niçois du port. Lequel est il ne se prononce pas tout à fait pareil, il n'a pas tout à fait les mêmes mots, il n'a parfois pas tout à fait les mêmes accords. Lequel est le niçois officiel? Alors, le niçois, c'est intéressant parce qu'il doit y avoir au moins 200 personnes encore vivantes qui parlent niçois. Donc, ils se chamaillent durement sur la description du niçois, mais ils sont plus très nombreux. Toujours est-il donc qu'à partir du moment où nous avons la nécessité de partager la langue, tous les États se sont lancés dans une opération de normalisation, de réglementation, d'organisation de la langue. Quelle est l'institution française qui est chargée de cela? L'Académie française, 1635. Richelieu, Louis XIII, en 1635, crée une institution qui a pour objet de normaliser la littérature. Qu'est-ce qu'une tragédie? Qu'est-ce qu'une comédie? Qu'est-ce qu'un roman? Et surtout, normaliser la langue, ce qu'elle fait encore aujourd'hui. Tous les ans, c'était la semaine dernière, tous les ans paraît un tome du dictionnaire de l'Académie dans lequel il est décrit le français qui est le français à apprendre, le français normalisé. 1635, c'est très très tôt par rapport aux autres pays de l'Europe, par exemple. C'est plutôt au XVIIIe siècle que les autres pays se sont interrogés sur quelle était la langue normalisée que tout le monde devait apprendre. Pourquoi? Parce que un certain nombre de pays se sont constitués en nations et en États après la France. Vous vous rappelez de cette grande idée que nous avons un monarque absolu, nous avons un roi qui veut régenter tout, c'est Louis XIV, et ce roi-là va normaliser tout un ensemble de domaines. Et donc, très tôt par rapport au reste de l'Europe, nous avons un roi qui va normaliser, réglementer, réguler. Ce sera l'objet aussi de mon prochain CM. C'est plutôt au XVIIIe siècle que les autres pays, l'Allemagne, la Grande-Bretagne,
ont eu des monarques absolus qui se sont mis à réglementer aussi et à comprendre que la langue était un instrument qu'on appellerait maintenant de soft power, c'est-à-dire de domination. Le hard power, c'est l'armée, c'est la guerre. Le soft power, c'est la culture, c'est l'économie, c'est la manière dont les États se rayonnent eux-mêmes sur leurs voisins. Donc le français, c'est une langue qui a des dimensions politiques et pas simplement des dimensions grammaticales. Il y a une véritable pensée de la fonction de la langue à l'intérieur de la République. C'est un instrument de cohésion nationale. D'où une description qui pour nous est fixe. À l'intérieur de l'école, c'est le seul endroit où on est obligé d'écrire et de parler de manière très normalisée. Si vous écrivez une lettre à EDF pour leur dire que vous avez déménagé, qu'il vous faut un contrat de location d'électricité, vous l'écrivez en phonétique, tout le monde s'en fout. Hein, ils ne vont pas envoyer une amende ni de la police. Mais à l'école, il faut écrire de manière normale. Et c'est cette description normalisée de la langue que nous allons observer. Donc nous allons alterner les phases de description et les phases de normalisation. À quoi ressemble la description que nous avons pour l'instant? L'année prochaine, je vous ferai un cours d'histoire de la grammaire. Je vous montrerai comment on en arrive à la description qui est celle que nous avons pour l'instant. Elle a évolué, il y a des philosophies très fortes qui se développent dans la notion de grammaire. On ne décrit pas une plante dans toutes les disciplines de la même façon. Et la langue, c'est pareil. Il y a eu des grandes philosophies, des grandes pensées qui ont présidé à la description de la langue. En tout cas, pour l'instant, la langue, elle fonctionne, la description de la langue que nous avons, elle fonctionne comme un entonnoir. Ou comme une pyramide inversée, ou une pyramide, c'est à peu près la même chose. Autrement exprimé, elle fonctionne en 5 niveaux. Si je prends la phrase « Le chat noir poursuit la souris dans le jardin », phrase puissante au point de vue de sa signification, le chat noir poursuit la souris dans le jardin, mais il y a une première analyse que je peux faire de cette phrase-là, c'est d'isoler les phénomènes linguistiques à l'œuvre et de les étudier les uns après les autres. Que fait la grammaire? Eh bien, la grammaire, elle va s'intéresser aux mots, c'est l'aspect le plus serré finalement. Elle va nous dire que le, c'est un déterminant, chat, c'est un nom commun, voir, c'est un adjectif qualificatif, poursuit, c'est un verbe, là, c'est de nouveau un déterminant, souris, c'est de nouveau un nom, dans, c'est une préposition, le, c'est un déterminant, et jardin, c'est un nom. Que fait le grammairien? Eh bien, il va prendre la totalité des phénomènes linguistiques, il y en a 60 000, il y a 60 000 mots dans un dictionnaire moyen. À partir de là, quand je dis 60 000, ça peut être 80 000 dans certains dictionnaires, dans la mesure où il y a plus ou moins une grande part de termes techniques, de vocabulaire spécifique en médecine, en sciences. Bon, il y a des termes qui ne sont pas communs, qui peuvent plus ou moins être présents dans un dictionnaire commun. Partons sur 60 000 mots. Eh bien, la première manière de décrire la langue que fera le grammairien, c'est de prendre les 60 000 mots et de les répartir dans des catégories, ce qu'on appelle les classes de mots, ce qu'on appelle les natures de mots. Eh bien, on fera comme je viens de vous le dire. Noir, c'est un adjectif qualificatif. Poursuit, c'est un verbe. Souris, c'est un nom, etc. C'est la première indication que vous avez dans le dictionnaire. Vous avez radiateur, entre parenthèses, NC, nom commun. Répartir tous les mots au point de vue de leur nature. C'est la première chose que fait le grammairien. La seconde chose que peut faire un grammairien,
c'est s'intéresser au regroupement des mots. C'est-à-dire comment les mots fabriquent des groupes de mots. Donc on élargit le problème, on ne s'intéresse pas simplement, mais c'est pour ça que c'est un entonnoir, c'est une pyramide si vous préférez, inversé. Le point le plus serré, c'est le mot. Quand on élargit la perspective, on atteint le groupe de mots. Eh bien, le chat va aller ensemble, c'est le déterminant plus le nom, c'est ce qu'on appelle un groupe nominal. Et puis, le chat noir, ça va aller ensemble. Ça s'appelle un déterminant, un nom, son adjectif épithète. Ceci va former un groupe qui va être régi par des règles. Si je mets un pluriel quelque part, les autres devront se mettre au pluriel. Si l'un est féminin, eh bien d'autres devront se mettre aussi au féminin et au féminin. Je n'étudie pas simplement le mot, j'étudie le groupe de mots. C'est le deuxième degré de la grammaire. Le troisième degré de la grammaire, c'est celui de la phrase. Ben, je prends tout ça. Enfin, je prends tout ça. Et je me demande ce qui fait que tout ça fonctionne ensemble ou ne fonctionne pas. Le radiateur poursuit la cheminée dans le bocal. Le radiateur poursuit la cheminée dans le bocal. C'est exactement construit pareil. Le radiateur gris poursuit la cheminée dans le bocal. Et pourtant, ça ne veut rien dire du tout. Alors pourquoi celui-là, il ne veut rien dire du tout? Le radiateur gris poursuit la cheminée dans le bocal, et que celui-là, il veut dire quelque chose. Ben, c'est que la langue, c'est une organisation aussi du sens non seulement des mots les uns par rapport aux autres, mais des groupes les uns par rapport aux autres. Le radiateur gris, ça veut dire quelque chose. Poursuivre la cheminée et dans le bocal, ça veut dire quelque chose. Mais l'accumulation de tout ça, ça veut rien dire. Donc il y a un degré qui est l'étude de la phrase. Le degré encore supérieur, c'est l'étude du texte, c'est-à-dire le moment où nous avons plusieurs phrases. Si j'ai une deuxième phrase et que c'est « il l'attrape », le lecteur, ou celui qui écoute cela, il va comprendre dans la deuxième phrase un certain nombre d'éléments qui ne sont pas dits, mais qui sont liés à la première. Le « il », c'est qui? Ben, ce n'est pas le jardin. Ce n'est pas la souris non plus. Le « il », c'est le chat. Et pourtant, si vous allez dans le dictionnaire et que vous regardez le mot « il », jamais le dictionnaire vous dira « il », mot qui remplace « chat ». De même, le « L'», qui est un pronom, jamais le dictionnaire ne vous dira à L', mot qui remplace « souris ». Il y a donc des phénomènes qui vont interagir, linguistiques, des phénomènes linguistiques, des phénomènes grammaticaux, qui vont interagir pour fabriquer non seulement le groupe de mots, non seulement la phrase, mais le texte dans sa totalité. Et puis enfin, il y a un cinquième niveau, qui est celui de ce qu'on appelle l'énonciation. L'énonciation, qu'est-ce que c'est? C'est le contexte de production. Le contexte de production. La langue, elle prend du sens, pas seulement parce qu'elle a des mots qui se regroupent, qui fabriquent des phrases, qui fabriquent des textes, mais parce qu'elle est prononcée dans des circonstances particulières. Dans des circonstances particulières. Si je vous dis « regarde ça », ben, le « ça » c'est quoi? C'est ce que je montre. Et donc le « ça » a du sens parce que nous sommes à un moment précis de l'énonciation, de la prononciation, de la production de la phrase. Donc la description que nous faisons de la langue, elle repose sur 5 niveaux d'analyse. Le niveau des classes de mots, des natures de mots, le niveau des groupes de mots, le niveau des phrases, le niveau des textes et le niveau de l'énonciation. Voilà pourquoi sur Moodle, vous avez mes cours de grammaire. Mes cours de grammaire, ils sont en 5 chapitres. 1, 2, 3, 4, 5. Les classes de mots, les groupes de mots, la phrase, le texte, l'énonciation.
Parce que c'est la description qu'on propose actuellement de la langue. On répartit les phénomènes en ce qu'ils appartiennent à la nature des mots, au regroupement des mots, à la fabrication des phrases, à la fabrication des textes ou au contexte de production. Contexte de production. Vous m'arrêtez hein, si il y a des choses qui paraissent devoir être réexpliquées, modifiées, enfin reprécisées. Vous n'hésitez pas à prendre la parole. Donc, grand 1, premier point, j'étais sur la grammaire est descriptive. Deuxième point, la grammaire est prescriptive. Troisième point, ce serait la grammaire fonctionne comme une pyramide inversée. Une pyramide, si j'inverse l'ensemble ou un entonnoir. Point suivant, au quatrième point, la méthode, les méthodes, les outils du grammairien. Les outils du grammairien. Comment est-ce qu'un grammairien ça fait pour décrire la langue? Eh bien, ça utilise des outils. Enfin, ça utilise des outils. Vous prenez notre naturaliste, notre botaniste de tout à l'heure, notre jardinier. Il a une plante qui pousse là, eh bien, il a des outils. Avec une bêche, il va prendre la plante en essayant d'extraire les racines. Avec des ciseaux, il va couper ceci et cela. Avec une loupe, il va observer les feuilles. Si vous prenez un chimiste, quels sont ses outils? Il a un tube à essai, il a des pinces, il a des becs benzène, et il va prendre son phénomène et il va le mettre dans le tube à essai. Maintenant, il a des ordinateurs, il a des centrifugeuses, il a tout ça. Ben, le grammairien, il a 4 outils. Enfin, il en a 4. Il y a 4 outils de la grammaire qui permettent de fabriquer la description. Le premier des outils, c'est ce qu'on appelle la substitution. La substitution. Alors ça, c'est très important parce que ces outils, vous les verrez à l'usage, vous les verrez fonctionner au fur et à mesure de mes différents cours. La substitution consiste à remplacer un mot par un autre. Remplacer un mot par un autre. La substitution, c'est ce qui permet de fabriquer, de réfléchir sur les classes de mots. Réfléchir sur les classes de mots. Je vais prendre un exemple tout simple. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Qu'est-ce que je peux mettre à la place du je? Je peux mettre un il est avec toi, nous sommes avec toi, vous êtes avec moi, ils sont avec nous, etc. À cette place-là, je peux mettre toute une gamme de mots. Mais je ne peux pas mettre radiateur, par exemple. Radiateur, je suis avec toi, même radiateur est avec toi. Ça poserait quelques problèmes. Donc ici, j'ai une capacité de remplacement de ce mot-là par d'autres mots. Et bien, ça va me fabriquer une catégorie de mots, ça va me fabriquer une nature de mots, ça va me fabriquer une classe de mots. Cette classe de mots, c'est ce qu'on appelle les pronoms personnels. On est avec toi, etc. Qu'est-ce que je peux mettre à la place de ça? Eh bien, je peux mettre je suis contre toi, je suis pour toi, je suis sans toi, je suis à toi, je suis près de toi, je suis loin de toi, je suis en toi, où que tu ailles, je serai en toi. Bah, à la place de celui-là, je peux mettre tout un ensemble de mots. Et le résultat,
c'est que tous ces mots-là, on les met dans un même ensemble, dans une même catégorie. On appelle ça des prépositions. À, de, par, pour, avec, sans, loin de, près de, au-dessus de, en dessous de, je suis au-dessus de toi, je suis en dessous de toi. Tous ces mots-là se substituent. Le résultat, ça me permet de fabriquer une description. Ça me permet de fabriquer une catégorie de mots. Donc, un des outils très importants du grammairien, c'est la capacité des mots à se substituer. Le deuxième grand outil, c'est celui de la suppression. La suppression. Quand j'ai une phrase de type le chat noir poursuit la souris dans le jardin, le chat noir poursuit la souris dans le jardin, vous allez dans la rue, ça c'est une expression que j'utiliserai tout le temps, très souvent, vous allez dans la rue. Vous prenez quelqu'un au pif qui se balade, et puis vous lui dites le chat noir poursuit la souris dans la rue. Est-ce qu'il comprend ce que ça veut dire? Il ne vous connaît pas, il ne sait pas où est le chat, il ne sait pas quel jardin, il sait pas. Très bien, mais est-ce que ça veut dire quelque chose? Le chat noir poursuit la souris dans le jardin. Oui, non. Donc, est-ce que n'importe quel locuteur accepte cette phrase-là? Oui. Si je supprime suivre, est-ce que ça joue encore? Le chat noir, la souris dans le jardin. Vous allez dans la rue, puis vous dites le chat noir, la souris dans le jardin. Que comprend celui à qui vous dites ça? Sans doute, il ne comprend pas très bien. Donc, ça veut dire que poursuivre, il n'était pas supprimable. Mais alors, pourquoi poursuivre, il n'est pas supprimable? Le chat noir, je supprime noir. Le chat poursuit la souris dans le jardin. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Le chat poursuit la souris dans le jardin. Oui. Alors, pourquoi est-ce que noir, il supprime et pas souris? Pourquoi dans les groupes de mots, il y a des éléments qui peuvent sauter et d'autres qui ne peuvent pas sauter? Est-ce que je peux supprimer dans le jardin? Le chat noir poursuit la souris. Est-ce que ça veut dire quelque chose, ça, le chat noir poursuit la souris? Ben oui, pour le coup, ça veut dire quelque chose. Alors pourquoi dans le jardin, ça se supprime? Et pourquoi là, par exemple, souris, ça ne se supprime pas? Le chat noir poursuit dans le jardin. Le chat noir poursuit là, dans le jardin. Pourquoi souris, il n'est absolument pas supprimable? Parce qu'il y a des règles de grammaire, et des règles de la langue qui vont s'exprimer. De façon identique, je ne peux pas dire chat noir poursuit souris dans le jardin. Chat noir poursuit souris dans le jardin, c'est une langue, c'est une phrase qu'on comprend très bien. Chat poursuit souris dans le jardin, mais pas du français. Donc il y a des mots qui ne se suppriment pas et d'autres qui se suppriment. Pourquoi? Bien, la description qu'on doit faire de la langue, elle doit expliquer pourquoi, dans les groupes de mots, dans les phrases, il y a des éléments qui sont nécessaires et des éléments qui sont supprimables. Avec la suppression, il y a un troisième outil, qui est son inverse, qui est l'ajout. L'ajout. À certains endroits de ma phrase, je peux ajouter des objets. Mais alors, quels objets et où? Le chat noir poursuit la souris dans le jardin potager. Le chat noir poursuit la souris dans le jardin potager. Potager, ça marche. Je peux le mettre là. Mais est-ce que je peux le mettre ailleurs? Le chat potager noir poursuit la souris potagère dans le potager jardin. Ça va pas, à l'évidence, ça ne va pas n'importe où, ce potager. Chaque matin, le chat noir poursuit la souris dans le jardin. Pas de problème. Le chaque matin, chat noir, poursuit la souris chaque matin dans le jardin. Bon, le chaque matin, il ne va pas n'importe où non plus. Quand je fais des ajouts, où est-ce que je peux faire des ajouts? Où est-ce qu'il y a des éléments que je peux ajouter dans une phrase telle que celle-là?
la description que je ferai de la grammaire, elle devra tenir compte, pardon, la description que fera la grammaire de la langue, elle devra tenir compte du fait que n'importe qui sur une phrase de base, je suis avec toi, peut rajouter des éléments. Je suis avec toi demain, je suis avec toi dans la voiture, je suis avec toi dans cette affaire. Il y a des éléments qui peuvent s'ajouter, mais pas n'importe où. Et pas n'importe quel élément. C'est ce qui permet de constituer la notion de complément. C'est une notion très importante de la grammaire, celle des compléments. Des compléments et ce qu'on appelle des expansions. Expansion, c'est un ajout. On s'expanse, on grossit. Rappelez-vous La Fontaine, le bœuf, la grenouille qui voulait être plus grosse que le bœuf, elle enfle, elle enfle, elle enfle, et elle finit par éclater. Mais il n'empêche qu'elle enfle, elle grossit. Ben, la phrase, je peux la faire grossir, je peux l'expanser, je peux l'ajouter. On verra ce qu'est cette notion d'expansion en son temps. Ici, 3/4 d'heure. Et puis enfin, il y a un quatrième outil qui est celui du déplacement. Celui du déplacement, que nous dit-il cet outil-là? Eh bien, il nous dit que les objets n'ont pas de place, ont une place fixe ou une place non fixe dans la phrase. Le chat noir poursuit la souris dans le jardin. C'est la même phrase que dans le jardin. Le chat noir poursuit la souris. Donc, curieusement, dans le jardin, ça se déplace. Le chat noir, dans le jardin, poursuit la souris. Dans le jardin, ça peut aller là où il est, ça peut aller là, ça peut aller là, ça peut aller là. Lui, il se déplace. Si je prends noir, par exemple, le noir chat suit la souris. Pas trop. Noir le chat suit la souris. Si je dis il poursuit la souris noire, c'est plus le même sens. C'est la souris qui devient noire, et il y aurait un problème d'accord, il faudra un féminin. Donc noir, il ne se déplace pas. Curieusement, noir, il se supprime. Le chat poursuit la souris, mais il ne se déplace pas. Alors il faut que quand je décrirai noir, il faut que j'intègre dans ma description le fait que l'adjectif qualificatif qui est ici se déplace. Pas, il ne se déplace pas, mais il peut se supprimer. Poursuit le chat noir la souris. Poursuit ne se déplace pas. Pourquoi? Et pourtant, je pourrais dire entre un professeur par la porte. Point d'exclamation. Comme dans le théâtre. Entre le mari. Entre le mari. L'amant vient de se cacher. Alors pourquoi entre le mari? Pourquoi le mari entre? Il faut changer de place le verbe. Le mari entre le mari. Mais ici, je ne peux pas faire poursuit le chat noir la souris. Eh bien, parce que dans ma description, il faudra que j'intègre cette idée qu'il y a des choses qui se déplacent et des choses qui ne se déplacent pas. Donc le grammairien, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un objet qu'on lui met sous les yeux. Voilà, un objet. Et il en produit, en voilà un. Il va produire une description. Et pour produire une description, je ne vais pas le mettre à chauffer, je ne vais pas le mouiller, je ne vais pas le mettre dans une centrifugeuse, je ne vais pas en couper un bout, je ne vais pas le regarder au microscope. Je vais le substituer, le supprimer, l'ajouter et le déplacer. Voilà, je vais faire ça pour obtenir la description que je souhaite. Des questions pour l'instant sur ce que je vous dis? Ça viendra peut-être progressivement. Pas de questions. Chapitre 1, les classes de mots. Grand 1, les noms. Chapitre 1, les classes de mots. Chapitre 2, ce sera les groupes de mots.
chapitre 3, les phrases, chapitre 4, le texte, chapitre 5, l'énonciation. C'est sans surprise. La grammaire a 5 étages, c'est une fusée à 5 étages. 1, 2, 3, 4, 5. Moi, j'ai 5 gros chapitres. 1, 2, 3, 4, 5. Je n'épuiserai pas les chapitres dans le bon ordre. Et on ne va pas faire le chapitre 1 en totalité, puis le chapitre 2, puis je vais faire le chapitre 1 A, B, puis après, je passerai sur les groupes de mots. La grammaire, c'est une interaction de phénomènes. Donc, on a besoin parfois de passer d'un niveau à un autre pour expliquer davantage les phénomènes. Donc, nous allons commencer par le grand A, les noms, et ensuite, nous passerons à un autre degré avant de retourner sur les classes de mots. Les noms. Les noms. Qu'est-ce qu'un élève sait sur les noms et qu'est-ce que vous devez savoir? Autrement exprimé, qu'est-ce que vous allez apprendre à vos élèves, mais qu'est-ce que vous, dans les faits, vous devez savoir? Ça, c'est la question qui va nous conduire pendant tous mes cours de grammaire. Il y a ce que c'est l'élève, ça c'est une affaire, mais il y a le regard de celui qui a Bac plus 5. Un Bac plus 5, c'est pas Bac moins 8. C'est pas l'élève de primaire, c'est quelqu'un qui, évidemment, a un regard beaucoup plus pointu, celui que vous devez avoir construit. Donc, qu'est-ce que l'élève sait sur les noms? Qu'est-ce qu'on lui apprend? On lui apprend deux choses. On lui apprend essentiellement que les noms, trois choses, pardon. La première chose qu'on lui apprend, c'est que les noms se divisent en deux catégories qui sont les noms communs, les noms propres. Ceux qui désignent une personne particulière, unique, Pierre, Paul, Jacques, même si on peut trouver beaucoup de personnes qui s'appellent Pierre, ou Paul ou Jacques. Et puis les noms communs, ceux qui désignent non pas un objet unique, mais un objet multiple, un objet en série, pourrait-on dire, le nom commun. Ça, c'est la première distinction que l'on fait, nom propre, nom commun. La deuxième distinction, c'est que les noms communs s'utilisent avec un petit mot qui se trouve devant. Comment exprimer? Chat noir poursuit souris dans le jardin, ça ne jouera pas. Il faut toujours que le nom commun, il ait quelque chose devant lui. Ce qu'on appelle un déterminant. C'est une des classes de mots. C'est la suivante que nous allons regarder. Classe de mots. Déterminant, c'est le petit mot qui se trouve devant le nom et qui détermine son genre et son nombre. La souris, féminin singulier, les souris, féminin pluriel. Cette souris, ces souris, une souris, trois souris, ma souris, leur souris. Voilà, un petit mot devant qui accompagne toujours les noms communs. Alors que les noms propres n'ont pas ce déterminant. Le Pierre a pris la voiture. C'est une description qui est valable à peu près dans chez la moitié des locuteurs du français dans le monde. Le Pierre a pris la voiture, mais on préférera, en français normalisé, français, francophone, localisé dans la métropole, Pierre a pris la voiture. Donc, un, nom commun, nom propre. Deux, un déterminant devant les noms communs, pas devant les noms propres. Et puis, ce qu'on apprendra enfin, c'est que les noms, ils renvoient à trois réalités. Des objets, table, radiateur, ordinateur, crayon. Des êtres vivants, chien, chat, facteur, platane, souris. Ou des idées, des concepts, république, philosophie, amour, jalousie. Voilà ce qu'on apprendra aux élèves. Grosso modo, voilà le contenu que les élèves auront quand on essaiera de les interroger sur ce qu'est un nom. Voilà les informations qu'ils auront. Maintenant, vous devez aller bien au-delà de cela. Vous devez aller bien au-delà de cela, pardon. Et nous allons commencer par un premier point. Alors, les cours sont construits autour de ce qu'on peut vous demander, finalement.
C'est-à-dire que quand je fais des subdivisions, des petits 1, petit 2, c'est des questions qu'on peut vous poser au concours, ou que vous devez savoir. Qu'est-ce que vous devez savoir sur les noms? Eh bien, premier point, deuxième point, troisième. Alors là, le premier point qui va nous préoccuper, c'est justement la présence ou l'absence d'un déterminant. La présence ou l'absence du petit mot qui est devant le nom. Ce petit mot, il est ici. Le chat poursuit la souris dans le jardin. Et on voit bien que ce petit mot, il est absolument nécessaire en français. Je le répète, on ne peut pas dire. Quand on fait des phrases qui sont incorrectes en grammaire, on met un astérix devant. Donc, je ne peux pas dire chat noir poursuit souris dans le jardin. C'est compréhensible, mais ce n'est pas du français normal. Donc, je ne peux pas l'utiliser tel quel. Présence, absence d'indéterminant. Donc, la règle, c'est que les noms communs ont toujours un déterminant et que les noms propres n'ont jamais de déterminant. Ça, l'idée, je ne dirais pas le Rousset et le Montaclair sont les profs de l'INSPE. Je dirais Rousset et Montaclair sont les profs de l'INSPE. Et puis je ne dirais pas prof de français a fait cours. Le prof de français a fait cours. Et pourtant, c'est la règle. Et pourtant. Quelles sont les conditions, quelles sont les circonstances, quels sont les cas dans lesquels les noms communs n'ont pas de déterminant en français? Donc, qu'est-ce que ça donne en termes de concours? Ça donne, expliquer dans la phrase suivante, la présence ou l'absence d'un déterminant. Expliquer. Présence, absence du déterminant. Vous avez une phrase, vous avez deux phrases, vous avez 8 phrases. Et dans ces phrases, il y a des déterminants ou pas. Il faut expliquer pourquoi. Donc, si je vous dis le chat noir poursuit la souris dans le jardin, ben, vous allez me dire il y a un déterminant parce que devant jardin, devant souris, devant chat, ben, parce que c'est la règle. Parce que ça, les noms communs ont toujours un déterminant. Et je vous dis, « 15 chats se poursuivaient. » J'ai dit que je ne pouvais pas dire « chat noir poursuit souris dans le jardin ». Mais je pourrais dire « chien de chat se poursuivait ». Je pourrais dire « prof de français, prof de maths sont vraiment des pots de vache ». Je pourrais dire lapins et renards se détestent. Élèves et professeurs sont en sortie scolaire. Crayons et cartables étaient répandus sur le sol. Finalement, je peux en faire plein des phrases. Plein, dans lesquelles il n'y a pas ces déterminants devant les noms communs. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui fait que nous avons une règle qui s'applique toujours? Les noms communs ont toujours un déterminant, mais que, en l'occurrence, dans toutes ces phrases que je vous fais là, fenêtres et portes étaient fermées. Là, c'est le sujet. Le chat noir poursuit. Et donc, on ne peut pas dire chat noir. Donc, ce n'est pas suffisant comme explication. Vous voyez, on trouve des exemples qui dérogent à votre description.
Oui. Alors, si vous me dites qu'ils ont la même action, ça revient à votre camarade, ça veut dire qu'ils font la même action. Ils sont de sujets divers. Donc, c'est pas tout à fait ça. Alors, votre camarade derrière, et puis ensuite une de vous deux. C'est pas grave. Alors, je vois chiens et chats qui se battent. Je vois chiens et chats qui se battent. Donc, il n'est pas au même endroit. Ça s'approche beaucoup de la réponse exacte avec votre camarade. Essayez de passer en mathématiques. Le chat noir, on peut le désigner, alors que chien et chat, en fait, on ne sait pas combien ils sont. C'est très général, ça fait penser un peu à la liste. Mais si je dis par exemple, prof de maths ici, prof de maths et prof de français sont pénibles, c'est des deux individus très identifiables. Donc ça ne marche pas tout à fait comme explication. Bon, bah, écoutez, l'explication, elle est où? Eh bien, elle est là. Ah, chien et chat sont ennemis. Souris et fromage vont ensemble. Tables et chaises étaient renversées. Ordinateur et électricité étaient coupés. Pourquoi est-ce qu'on peut supprimer les déterminants dans ces types de phrases-là? Ben parce qu'on a finalement deux éléments qui sont mis en facteur, deux éléments qui sont coordonnés. Le vrai mot en grammaire, c'est coordonné. On a deux ou trois platanes, marronniers, peupliers et dattiers ont été arrachés par le vent. On a ajouté autant qu'on en veut. Pinceau, stylo, compas et livres étaient sur le sol. Mais l'idée, c'est que nous avons des noms. C'est pour ça que quand votre camarade dit c'est un peu une liste, c'était presque ça, des noms qui sont coordonnés, des noms qui sont assemblés, si vous préférez, des noms qui fonctionnent ensemble dans la phrase, où qu'ils soient. Chiens et chats poursuivaient souris et oiseaux. Ça peut être au début de la phrase, à la fin de la phrase. Mais ils sont organisés les uns avec les autres, ils sont coordonnés les uns avec les autres, au moyen, en général, de ce qu'on appelle une conjonction de coordination, ou un mot de coordination. C'est une classe de mots, des conjonctions de coordination, mais et donc ornicar. Et les deux qui font ça, c'est plutôt et ou. Chiens ou chats sont des animaux domestiques. Chiens et chats sont des animaux domestiques. On vous donne un énoncé. On vous dit un premier énoncé, le chat poursuit la souris. Et puis pourquoi est-ce qu'il y a un déterminant devant le chat et la souris? La réponse, c'est parce que c'est la règle. On vous en donne un autre, chien et chat se poursuivaient. Pourquoi là, il n'y a pas? Il faut essayer, vous voyez, le grammairien, il essaie de transposer, il fait de la substitution, il essaie de remplacer ça par toute autre chose. Peupliers et marronniers sont des arbres. Élèves et parents arrivaient. On trouve des éléments qui sont coordonnés les uns avec les autres. Si c'était que chien poursuit souris, ça ne marche pas. Mais chiens et chats poursuivent la souris, là, ça marche. Jardin somptueux avec piscine, et là, il n'y aura pas la conjonction une. Présence ou absence du déterminant. On a un cas, mais non coordonné. On a un autre cas, vent, maison, jardin, avec piscine, etc. Loup, voiture, 4 roues motrices,
Carrosserie, excellent état. Pourquoi pas la carrosserie en excellent état? Pourquoi vendre une maison? Pourquoi pas avec un jardin, avec une piscine? Pourquoi? Comme dit votre camarade dans son exemple à elle, pourquoi est-ce que là ça saute? Et j'ai une première explication, c'est parce que ce sont des noms coordonnés entre eux. Avec un et ou un ou, ça peut faire sauter le déterminant. J'ai un autre cas ici. Bah, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle le style télégraphique, ou si vous préférez, les annonces. Les annonces télégraphiques. Le télégraphe, qu'est-ce que c'est qu'un télégraphe? C'est un des premiers moyens de communication électrique. C'est un moyen de communication dans lequel on va transformer chaque lettre en une série de sons. Donc le S, ça va être 3 semi-brefs. Donc quand on a une phrase, on va transformer chacune des lettres en une série de sons. Donc en général, on fait sauter tous les petits mots, parce que ça va perdre du temps, ça perd du temps à taper. Ou les annonces, parce que les annonces, on paye au mot, payé au mot. Donc les petites annonces. Donc on disait vend, au lieu de vendre, je vends une voiture qui a 30 000 km, qui est en bon état, etc. Donc, je vends voiture 30 000 km. Donc, il y a un style télégraphique de petites annonces qui fait que on fait sauter les déterminants. Voyage au bout de la nuit. On demande Céline, pourquoi voyage? Accident sur la 36. Ira le journal. Pourquoi accident et pas un accident sur la 36? Pourquoi Docteur Givago et pas le docteur Givago? Pourquoi dans ces exemples-là, le déterminant saute devant docteur, devant voyage, devant vente de bois à la mairie, vente de bois à la mairie, et pas une vente de bois à la mairie. Dans les titres des bouquins peuvent ou pas mettre des déterminants. Il y a une vie de mots passants, il y a le but devant le titre. Mais voyage, voyage. Dans les titres des journaux, dans les titres des livres, dans les titres des articles, les déterminants peuvent sauter. Est-ce que vous trouvez un exemple dans les phrases que vous pourriez fabriquer dans lequel il n'y aurait pas de déterminant? Je suis joueur d'échecs, pourquoi pas un joueur d'échecs? Je suis le père de 2 enfants. Je suis le prof de français. Je peux dire, je suis joueur d'échecs, je suis père de 2 enfants, je suis prof de français. Pourquoi dans cette situation-là, là, il manque à chaque fois quelque chose? Je suis facteur, je suis conducteur de bus, je suis étudiant. Pourquoi dans ces cas-là, oui? C'est parce que la fonction, c'est l'attribut du sujet et que du coup, on n'a pas besoin de mettre je suis le parce que C'est exactement ça de manière très précise. Donc c'est lié à quoi? Bien, c'est lié à ça. C'est lié, vous voyez, pourquoi est-ce que les règles, elles dérogent? Une règle, il faut toujours un le devant un il. Et puis là, c'est tout un exemple, un ensemble d'exemples où il n'y a pas. Le grammairien, il va se poser la question de pourquoi, dans le cas précis ici, j'observe ce phénomène. Ici, nous avons tout un ensemble de mots qui suppriment leurs déterminants et qui sont liés par
un point de comparaison. Ben, c'est ce morceau-là. Donc, ça doit être ce morceau-là qui explique. Ça doit être le et ou le ou qui explique que le déterminant disparaisse. Style télégraphique, c'est lié au support. Les petites annonces, les titres, c'est lié au positionnement. Et donc ici, je suis père de famille, je reste père de famille, je demeure enseignant, je parais un bon joueur d'échecs, je parais bon joueur d'échecs. Être, paraître, rester, demeurer, c'est un ensemble de verbes, qui ont comme conséquence qu'ils font sauter le déterminant qui suit. Et l'explication grammaticale de vos camarades, c'est que les verbes d'état entraînent la suppression du déterminant. Ou pour le formuler différemment, les attributs du sujet n'ont pas de déterminant, peuvent ne pas avoir de déterminant. Qu'est-ce que c'est qu'un verbe d'état? C'est un verbe qui ne désigne pas une action, je marche, je parle, je cours, je danse, mais qui désigne un état, son indique, état. Je suis vieux, je suis jeune, je suis fatigué, je suis en retard, c'est un état. On appelle ça des verbes d'état. On appelle ça aussi des verbes attributifs. Ça donne un attribut, une caractéristique du sujet. Et donc, ce qui va après le verbe d'état, on appelle ça un attribut du sujet. Et cet attribut du sujet, il peut ne pas avoir de déterminant. Vous voyez, on a une règle. Il y a toujours un déterminant devant un livre. Et pourtant, en regardant de plus près, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a plein de cas où ça ne fonctionne pas. Il y a tout ce qui relève des noms coordonnés, tout ce qui relève des titres ou du style télégraphique, tout ce qui relève d'un type de verbe particulier, qui est ce qu'on appelle les verbes d'état. Et nous allons essayer de découvrir, en exerçant notre esprit critique, une dernière situation. Je pars en voyage. Je suis en retard. Le chemin du bois est coupé. J'arrive par hasard. La cour du château est mouillée. Ici, j'ai un voyage. Mais il n'y a pas le 1. Ici, il y a le retard. Un retard. Il n'y a pas le 1 ou le devant. Ici, j'ai le bois. Il n'y a pas le 2 devant. Il n'y a pas le devant. Ici, nous avons le hasard. Et ici, nous avons le château. Et dans toutes ces circonstances-là, eh bien, il n'y a pas de déterminant qui va avec. Alors, essayez de transposer ce que je vous ai dit jusqu'à présent. Quel est le phénomène qui fait l'explication? Oui.
J'ai entendu, peut-être. Pour le grammairien, il décrit. Alors, quand il décrit quelque chose, là, il y a un mot, le, là, il y a un chemin, deuxième mot, là, il y a un troisième mot. Que le chemin il soit noir, vert ou gris, le grammairien, il ne le déduit pas. Est-ce que le chemin est noir ou est-ce qu'il est gris? Ou est-ce qu'il est mouillé ou est-ce qu'il est pluvieux? Ben, c'est chemin. Et là, j'ai dû. Alors, le grammairien, il ne se pose pas la question si en fait, il en cache plein d'autres de mots. Là, il y a un mot unique, et je constate que après ce mot, effectivement, il n'y a pas le déterminant. Ben, la réponse, elle est là. C'est que il y a un type de mots qu'on appelle des prépositions. Préposition, ça veut dire ce que ça veut dire, préposition, poser devant. Préposition, poser devant. Ces prépositions, il y en a une quinzaine. C'est à, de, du, des, par, pour, avec, près de, sans, etc. Ils sont à peu près, il y a au-dessus de, en dessous de, mais grosso modo, ils sont à peu près tous là. Et ces prépositions peuvent ou pas faire sauter le mot qui est après. Le du, c'est une préposition. Et c'est pour ça qu'on essaie vraiment aux élèves de leur faire comprendre que ça pourrait se diviser en deux le, mais jamais personne ne dira le chemin de le quoi. Le du, c'est un mot unique, c'est une préposition. Et donc, c'est parce que c'est une préposition que le par fait sauter le de hasard. C'est parce que le du est une préposition qui fait sauter bois, le bois. C'est parce que le en est une préposition qui fait sauter le de voyage ou de retard, et le du, il est une voie. Pourquoi est-ce que ça saute? Pourquoi est-ce que le déterminant saute? Eh bien, parce que après les prépositions, le déterminant peut ou pas sauter. On ne dira pas je pars en le voyage, mais je pars en voyage. On ne dira pas je viens par chance de vous rencontrer. On ne dira pas je viens par la chance de vous rencontrer. Je viens par chance de vous rencontrer. Il y a un type de mot qu'on appelle des verbes d'état. Eh bien, il faut sauter le déterminant. Il y a un type de mot qu'on appelle les prépositions. Eh bien, il faut sauter le déterminant. Et ça, c'est tout à fait grammatical. Vous voyez, qu'est-ce qu'on apprend aux élèves? On leur apprend une règle. On leur apprend, il y a toujours un déterminant. Mais vous avez bac plus 5. C'est-à-dire que vous devez savoir la règle, mais vous savez savoir aussi où elle ne s'applique pas et pourquoi elle ne s'applique pas. Et ça, ce que nous faisons là, c'est de la description. Quand on a un mot de coordination, ça fait sauter. Quand on a un verbe d'état, le déterminant saute. Quand on a une préposition, ça peut ou pas sauter. Encore deux. Ô rage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie. C'est du Corneille. Thierry Lucide. Thierry Lucide, dans cette pièce, Don Diego vient de perdre un duel. Il commence à être un peu vieux, Don Diego. Ô rage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie. Et non pas, ô la rage, ô le désespoir, ô la vieillesse ennemie. Quoi? Soyez purement descriptif. Qu'est-ce qu'il peut faire à votre avis que ça saute, ce déterminant? Visiblement, c'est lié à ça. Visiblement, c'est lié à ça. Mais si je vous dis flûte, vulgaire. Ah merde, c'est pas la merde, ni la flûte. Si je vous dis encore des variations là-dessus, des mots de ce type-là, prote,
nous aurons dehors, et non pas le dehors, nous aurons suppression du mode de vente. Alors, c'est lié à ça, effectivement. Et c'est surtout lié à ça. Dans les exclamations, les déterminants peuvent sauter aussi. Cas suivant, exclamation. Et un dernier cas que nous allons voir rapidement. Mon père offre lui aussi en retraite. La mère, cuisinière, est encore vivante. Fille écolière. Qu'est-ce qui fait que, ici, il y a un déterminant, mon père, le père, ce père, déterminant le but. Parce que c'est la règle. Sa mère, c'est la règle. Ma fille, c'est la règle. Il y a un petit mot devant les noms. Pourquoi pas en la retraite? Parce qu'il y a le on. Il y a le on, j'ai dit que en, a, etc., ça veut sauter les déterminants. Donc pas en la retraite, mais en. Mais alors pourquoi là, prof? Pourquoi cuisinière? Pourquoi écolière et pas un prof, une écolière, une cuisinière? Oui. C'est effectivement lié, il faut faire une description, c'est lié à la particularité de ces groupes-là. Ces groupes-là, ils sont isolés entre virgules. Et cette isolation entre virgules, eh bien, ça peut faire sauter les positions. C'est ce qu'on appelle des appositions. Votre camarade a donné le nom. Apposition. Là aussi, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est comme préposition posée devant. Apposition, A de P, posé à côté. Apposition. Le chat noir poursuit la souris dans le jardin. Je peux isoler un morceau entre parenthèses, entre tirets, entre virgules. Et ce morceau isolé entre virgules, isolé entre tirets, isolé entre crochets, isolé entre virgules, c'est ce qu'on appelle quelque chose de posé à côté, une apposition. Et les appositions, comme dans mes exemples ici, prof de français, cuisinière, peuvent faire sauter les mots qu'on appelle les déterminants. Donc, dans une optique analytique de grammaire, on essaie de déterminer quelle est la règle générale qui fonctionne. Et la règle générale qui fonctionne, c'est que toujours, nous avons dans la langue française, devant les noms, un petit mot qu'on appelle un déterminant. Mais vous qui êtes en train de découvrir le principe de la description de la langue, et vous qui devez avoir des informations supérieures aux informations que doivent posséder les élèves, il faut que vous sachiez que cette règle-là, elle marche à 70%. Elle marche sans doute assez souvent, mais qu'il y a tout un ensemble de cas où cette règle-là ne fonctionne pas du tout. Et c'est là que va commencer non seulement votre description, que va commencer votre connaissance, mais que va commencer aussi votre capacité d'analyse. Pourquoi? Eh bien, parce qu'une fois que vous avez repéré ces phénomènes, il faudra essayer ces phénomènes de les expliquer, de les organiser, de les classer. Alors, je vais vous afficher un petit texte
Et ce petit texte, nous allons demander comment l'analyser en vue de répondre aux questions qui nous sont posées. Je vais sur Moodle, hein, je vous ai dit que tous mes cours sont sur Moodle. Et on va faire apparaître tout ça. Je suis dans M1 90 en C mathématiques. Je suis dans mon TD1. Et dans ce TD1, vous avez introduction grammaire, c'est vous expliquer les méthodologies de la grammaire, les outils. C'est vous expliquer qu'elle est descriptive. C'est vous expliquer qu'elle est prescriptive. Vous avez nom et groupe nominal, c'est le cours que je suis en train de faire, et vous avez un petit exercice. Alors, on va jeter un œil sur cet exercice et voir comment on y répond. Alors, hop. On va lire un petit peu. C'est suffisamment gros, on va mettre un peu plus gros. Encore un peu plus gros. Ben. Donc, exercice, expliquer l'absence ou la présence des déterminants. Vous avez des objets à décrire. Des objets à décrire. Et comme toute personne qui fait une description analytique, il faut que vous abordiez la question sous la question du regroupement des phénomènes. Et vous avez des herbiers. Vous avez une plante, une deuxième plante, une troisième plante. Mais vous allez avoir tendance à mettre les légumes ensemble, les fruits ensemble, les fleurs ensemble, et etc. J'ai un ensemble de noms. Première opération, c'est de les repérer. J'ai Daniel, jeunes et vieux, les adjectifs, mais ils sont employés comme nom. Homme, poids, pasteur, de nouveau homme, citoyenneté, route, palais, bateau. Voilà, j'ai des noms communs là-dedans et des noms propres. Je vais refaire les noms. Alors maintenant, je me dis pourquoi pas le Daniel. Le Daniel était parti, les jeunes et les vieux ne le suivaient pas, les hommes de peu de la foi, il était le pasteur, l'homme prévoyant, il avait la citoyenneté genevoise, la route du Le Palais, il voyageait en le bateau. Bon, évidemment, c'est pas ça. Donc, j'ai des phénomènes et j'ai des noms. Et le but du grammairien, ce n'est pas de repérer les occurrences, repérer les noms et dire à chaque fois ce qui se passe. Le but du grammairien, c'est de repérer les phénomènes, placer les phénomènes et expliquer les phénomènes. Vous êtes allé aux champignons, vous êtes un naturaliste, vous avez une pleine table de champignons. Je ne veux pas que vous me disiez ça se mange, ça se mange, ça se mange pas, ça se mange pas. Je veux que vous me fassiez un paquet de ce qui se mange, un paquet de ce qui se mange pas, et puis que dans ce qui se mange, vous me fassiez des sous-groupes, et dans ce qui se mange pas, vous me fassiez des sous-groupes. Donc à la question, expliquer présence ou absence des déterminants, allez, je vais écrire alors l'aval simple, présence ou absence des déterminants, je veux que vous me fassiez des sous-groupes.
Alors, on va faire un premier groupe, qui est la règle. Premier groupe, la règle. Les noms propres n'ont pas de déterminant. Voilà, la règle, les noms propres n'ont pas de déterminant. Est-ce que j'ai un cas là-dessus? Ben oui. Et là-dessous, je vais donc marquer Daniel était parti. Daniel était parti. C'est la règle. Elle est simple. Ensuite, je vais faire une deuxième. Alors, si j'ai d'autres noms propres, eh bien, je vais les traiter les uns après les autres en fonction de ce que j'ai dans mon corpus. Mais j'ai qu'un seul nom propre qui répond à la règle. Bon, très bien. Deuxième élément, présence, la règle, encore la règle. Présence des déterminants devant les noms communs. J'ai une règle globale, présence des déterminants devant les noms communs. Et là-dessous, dans ce petit 2, je vais mettre tous les noms communs qui fonctionnent avec la règle. Alors, où sont-ils? Eh bien, ils sont ici. Citoyenneté fonctionne avec là. Route fonctionne avec là. Pourquoi est-ce que c'est la route? Pourquoi c'est la citoyenneté? Because it is the law. Parce que c'est la règle. C'est la règle normale, donc j'applique la règle normale. Mais vous voyez, quelqu'un qui me prendrait les noms bout à bout, puis qui me disait ça c'est ce phénomène-là, ça c'est ce phénomène-là, ça c'est ce phénomène-là, il lui manquerait quelque chose, c'est l'idée que nous sommes des naturalistes, c'est-à-dire nous sommes des herboristes. On met les fleurs ensemble, on met les fruits ensemble, on met les légumes ensemble, on met les racines ensemble, on met les champignons comestibles ensemble, on met ce qui va ensemble. Donc, pourquoi est-ce que citoyenneté et route, je les mets dans une catégorie qui est voilà la règle? Eh bien, parce que c'est la règle normale devant un nom commun, pas indéterminant. Donc, j'ai traité pour l'instant cette phrase-là. J'ai traité ce groupe nominal-là. J'ai traité ce groupe nominal-là. Alors, pourquoi est-ce que les autres ne fonctionneront pas tout à fait comme ça? Comment? La présence de prénom. La présence de prépositions. Donc, on va mettre 3. La présence de, et on va mettre la présence de préposition, entraîne la suppression possible du déterminant. La présence de préposition entraîne la suppression possible du déterminant. Pas besoin, la grammaire, c'est pas un grand discours où on m'explique les choses avec des phrases et des phrases et des phrases. Ce qui s'exprime clairement s'exprime par un classement. Et le classement, il peut être par des tableaux, par des sous-groupes, par des styles parfois télégraphiques. Alors, qu'est-ce que je vais mettre comme phénomène là-dedans? Eh bien, je vais mettre, par exemple, du palais. Je vais mettre en bateau. Pourquoi pas du le palais? Parce que du, c'est une préposition. Du palais en bateau. C'est des prépositions et ça fait sauter ce qui suit.
Donc, qu'est-ce qui me reste comme cas problématique? J'ai ça. J'ai ça. J'ai ça. J'ai ça. Et puis j'ai ces deux-là. Alors, est-ce que quelqu'un a une explication sur l'un de ceux-là? Ouais, oui, pardon, excusez-moi, j'étais perdu dans mes pensées. Dites-moi. Dans une coordination, il n'y a pas de déterminant. Les groupes coordonnés peuvent faire disparaître le déterminant. Exemple, gun, début. Les groupes coordonnés par et ou par ou. Et de là, Chat, mais aussi chien, sont des animaux. Donc, il y a les autres conjonctions de coordination, mais c'est beaucoup plus rare. Donc, jeunes et vieux, son cas est réglé. Allez, Pasteur. Oui. Alors, allez-y. je pense que c'est parce que c'est une exclamation. Exclamation. Exclamation peut faire disparaître là, le déterminant. Exemple. Hop. Orage et pas au larage. Au désespoir et non pas au le désespoir. Je laisse quoi de côté pour le garder pour la fin. Pourquoi homme prévoyant, virgule, et pourquoi il était pasteur? Oui. Exact. Donc ça fait sauter le déterminant. Et puis pour homme prévoyant, virgule. Oui, si, c'est ça. C'est la position. C'est un élément isolé par des virgules. Donc, nous avons encore deux cas d'espèce. Nous avons 6. La position peut faire disparaître le déterminant. Et du coup, monsieur, Oui. pour l'exclamation, vous ne comptez que le mot homme. Et c'est pour ça que je le garde pour la fin. La position, donc on a homme, virgule, non, homme, prévoyant, virgule. On a un autre cas, 7, qui est l'attribut du sujet, ou alors le verbe d'état utilise son déterminant. Il était pasteur. Alors, attendez, je vais modifier l'affichage. Soit on prend l'attribut du sujet lui-même, le complément, puis on dit pasteur, il était prof de français, il était facteur. Et on dit, ben, il était conducteur d'engin. Le conducteur, facteur, etc., c'est l'attribut du sujet, il n'a pas de déterminance. On dit que c'est à cause du verbe d'état qui est devant. C'est la même explication. Le verbe état, d'état, s'utilise après sans déterminant. Quel cas je n'ai pas ici? Ben, je n'aurai pas le style télégraphique ou je n'aurai pas de titre. Mais j'aurais eu un titre. Vie de Florent. Vie de Florent. Pourquoi le vie, il n'y aurait pas
la vie de, ben, c'est parce que ce serait le titre. Enfin, il y en a un que je n'ai pas traité, donc ces deux-là sont traités. C'est foi. Alors pourquoi je ne l'ai pas traité? Ben, parce que vous manquez d'informations. Et l'information, c'est que peu de, beaucoup de, c'est un déterminant. Ça fait partie des déterminants. Qu'est-ce qu'on a dans les déterminants? On a les articles de l'année, on a les adjectifs possessifs, mon, meublé, ton, tapé. On a les numéros 5, 8, 36. Mais on en a des un peu plus bizarres qui sont ce qu'on appelle les adjectifs indéfinis. Beaucoup de, peu de, quelques, certains. Certains chats sont malades, quelques chats sont malades, peu de chats sont malades, peu de, c'est donc une forme de déterminant un peu inhabituelle. Donc en fait, le peu de fois, ben, en fait c'est la règle. C'est la règle générale. Le déterminant, fois, une fois, eh bien, la fois où je suis tombé dans la rue, fois d'ailleurs, c'est pas fois comme ça, excusez-moi, la fois. Donc c'est pas du tout la fois où je suis tombé dans la rue. Fois, un déterminant qui est peu de, c'est un déterminant un peu inhabituel. On verra ça lors de mon prochain cours. Non, c'est une forme de déterminant. Il y a 6 formes de déterminants différents, et c'est une des 6 formes possibles. C'est ce qu'on appelle des adjectifs indéfinis, peu de, beaucoup de, certains, quelques, aucun, aucun chat n'est malade, beaucoup de chats sont malades, certains chats sont malades, peu de chats sont malades. Tout ça, c'est des déterminants un peu particuliers qu'on appelle des indéfinis, des déterminants indéfinis. Résultat des courses, vous voyez que j'avais un certain nombre de phénomènes. Et ces phénomènes, je les ai classés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je les ai expliqués en les mettant dans une catégorie particulière. Classés et expliqués en les mettant dans une catégorie particulière. Et c'est ça l'exercice de grammaire. C'est ça qu'on vous demandera en grammaire. On vous donnera des phénomènes et on vous posera une question qu'il faudra classer, organiser, penser les phénomènes. Alors, dans ma feuille d'exercice qui se trouve sur Moodle, il y en a un deuxième, c'est exactement le même. Il est fait avec les mêmes phénomènes. Femme de chef, virgule, Martine, dont le père était aussi cuisinier, aimait la nourriture variée pendant le repas. Du soir, elle était amatrice de chocolat, devenait gourmande. Qui l'aurait blâmé ne connaît pas les plaisirs de la table. Il y a des noms communs, il y en a partout. Certains ont des déterminants, d'autres n'en ont pas. Pourquoi? Pourquoi certains en ont? Pourquoi certains n'en ont pas? Eh bien, c'est une des questions qui peut vous être posée. Si la question de la présence ou l'absence des déterminants vous paraît complexe, ben voilà un exercice à faire. Oui, je vous ai dit que moi, je faisais des exercices avec vous, je faisais des explications. Il y en aurait toujours un ou deux qui seraient en suspens. Ceux qui souhaitent faire l'exercice pour une fois prochaine, et je ne vous dis pas, je ne vous impose pas du tout pour quand, eh bien, vous en avez un ici. Et quel est le résultat auquel vous devez aboutir? Eh bien, à ça, vous devez aboutir à un classement. Simplement, au lieu d'avoir la citoyenneté, la route, peu de, vous allez mettre la route, vous allez mettre les différents exemples que vous avez dans le texte. On reprend les catégories et on les adapte. Alors, puisqu'il nous reste quelques minutes, règle des noms communs, pas de déterminant, mais, toujours un déterminant, mais règle des noms propres, jamais de déterminant. Le Daniel est parti, non, ça jamais. Mais
Mais quels sont les cas dans lesquels les noms communs ont un déterminant? Quand les noms propres, ont-ils un déterminant? Quand est-ce que les noms propres sont utilisés avec un déterminant? Et vous voyez qu'au bout du compte, les noms communs sans déterminant, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup de situations. Ben, les noms propres avec un déterminant, le Daniel est parti en vacances, pas cet exemple-là, mais il y en a beaucoup. Une remarque, c'est sans doute la forme indo-européenne d'origine. Le français, c'est une langue latine. Le latin ne mettait pas de déterminant devant les noms. On dira Cicéron, César sont arrivés. Enfin. Le grec, en revanche, il a plutôt le modèle qui devait être la langue d'origine, celui de la langue d'origine qu'on appelle l'indo-européen. En grec, on dit le Platon. On ne dit pas Platon a écrit le Platon a écrit. On ne dira pas Alexandre le Grand a conquis l'Inde, on dira l'Alexandre le Grand a conquis l'Inde. Pourquoi? Parce qu'en général, comme en celte, la langue parlée par les Gaulois, comme en celte, les noms communs se font avec le nom du père, comme en russe d'ailleurs. On ne dira pas l'Alexandre a conquis l'Inde, on dira l'Alexandre de Philippe, l'Alexandre, fils de Philippe, l'Alexandre de Philippe. Quel Alexandre? Celui de Philippe, a conquis l'Inde. Donc en grec, on met un déterminant devant les noms propres. En français, en général, non. Mais quand, dans les faits, quand est-ce qu'on a des noms communs, pardon, des noms propres, je commence à remarquer aussi moi. Quand est-ce qu'on a des noms propres qui ont un déterminant? On va élargir les mots liés à la géographie. Les mots liés à la géographie, les pays, les fleuves, les mers et les océans, la Méditerranée, le Pacifique. Donc, alors, les pays, vous en avez donné, l'Angleterre, la Grande-Bretagne, l'Inde, etc. Les fleuves, le Rhône, le Rhin, et tous les autres, la Seine, mers et océans, donc la Méditerranée, le Pacifique, l'Atlantique, les montagnes, les Vosges, les Pyrénées, les Alpes, la Franche-Comté, et en général pas les villes, par exemple. On ne dira pas le Belfort est une petite ville. Ou Belfort est une petite ville. Ou si on emploie les Belfortins, Belfort est une capitale mondiale. Et, en tout cas, pas les villes. Les régions, départements, le Doubs, la Haute-Saône, le territoire de Belfort. Donc il y a une première grande catégorie, comme l'a bien dit votre camarade, c'est les mots liés à la géographie. Qu'est-ce que nous avons d'autre comme usage? Oui. Alors, ce n'est pas tout à fait suffisant, on va dire. Alors, donne-moi un exemple, et puis on va. D'accord. Alors, si ça, c'est votre exemple et votre explication fonctionne, c'est moi qui avais en tête autre chose. Nous avons des personnifications. Personnification, c'est-à-dire des transformations d'objets ou d'idées en individus uniques. Et votre camarade a donné un bon exemple, la mort, la liberté. Et c'est donc plutôt des noms communs qui sont utilisés comme noms propres. Mais il n'empêche qu'ils portent une majuscule. Qu'est-ce que nous avons encore? Nous avons les institutions. La République, avec un R majuscule. L'Empire, avec un E majuscule. Avec ces institutions, je vais mettre les titres, parce que
ça va à peu près avec le recteur, avec un R majuscule, le président de la République, avec un P majuscule, le roi de Grande-Bretagne, avec un R majuscule. Donc, des titres. La bizarrerie de cette règle-là, que personne ne connaît, mais je vous l'ai dit comme ça, mais ça m'étonnerait qu'un jour vous l'ayez utilisé, c'est que quand c'est un titre anonyme, on met la majuscule. Mais quand ça désigne une personne précise, on ne la met pas. On dira par exemple le président de la République avec un P majuscule, et on dira le président Macron sans le P majuscule. Parce que c'est un titre qui est désigné pour quelqu'un, donc ce n'est plus une institution, ce n'est plus un titre, mais c'est un individu. On dira le recteur machin sans majuscule. On dira le préfet bidule sans majuscule. Mais si c'est l'institution en soi anonyme, le préfet, le président, le recteur, le directeur de l'INSPE, BD majuscule. Institution plus titre, les événements précis. Les événements précis. La Révolution française. Si je dis la République, par exemple, c'est une institution. Mais si je dis la Révolution française, RF majuscule, c'en est une très particulière, c'est celle de 1789. On pourrait dire la prise de la Bastille, ça pourrait être un P majuscule. P majuscule. Parce que c'est un événement très précis. Qu'est-ce que nous avons encore comme cas? Parce que vous voyez quelques-uns. Les noms propres désignant une catégorie, un type d'individu, un caractère. Genre celui-là, c'est un vrai harpagon. Un harpagon. On dit que c'est un radin. C'est le personnage de Molière dans la Rade. Celui-là, c'est un vrai donjon. Un donjon. Un séducteur. Quand un nom propre devient représentatif d'une catégorie, d'un caractère, d'un type d'individu en soi, eh bien, on dira un élément. Le plus simple, regardez, c'est un logement. Un logement, c'est un séducteur. Et un, c'est le nom propre de quelqu'un. Un Casanova. Casanova, nom propre de quelqu'un, mais ça devient symptomatique d'un caractère. Et puis, enfin, les différents membres d'une famille. Les Kennedy sont des hommes politiques. Les Kennedy sont des hommes politiques. Les Bonaparte étaient empereurs ou rois. Les Bonaparte étaient empereurs ou rois. Les Bourbons sont une dynastie millénaire. Les Bourbons, quand on désigne les différents membres d'une famille. Les Windsor sont rois depuis 2 siècles. Comme ça. Comme on désigne les différents membres d'une famille, on utilisera un déclinant devant. Donc ce n'est pas si rare que ça d'avoir un nom propre avec un le lalé devant. Ou un devant. Il y a quand même beaucoup de cas qui peuvent fonctionner. Même exercice que précédemment, vous avez un texte plein de noms propres. Dans ce texte plein de noms propres, beaucoup n'ont pas de déterminant, c'est la règle. Mais beaucoup ont des déterminants. Mais il faut essayer de les regrouper par phénomène. Ceux qui désignent les éléments de la géographie, ceux qui désignent des catégories de caractères, ceux qui désignent des institutions.
pour faire des ensembles ou des sous-ensembles. Vous en avez dans le dernier exercice quelques-uns de ce type-là. Hop. Et là, vous avez quelques cas. Vous avez un Don Juan, vous avez dans le dernier exercice un Machiavel. Bon, c'est un exercice qu'on fera en soi. Bon, alors, conclusion de ce premier cours, il existe dans la langue française un type de mot, une catégorie de mots, qu'on appelle aussi une nature de mots. Cette nature de mots, c'est les noms. Sur ces noms, les élèves, ils apprendront des choses. Ils apprendront qu'ils sont propres, communs. Ils apprendront qu'ils désignent des objets, des caractères, des êtres vivants. Ils apprendront qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas de déterminant devant. Ça, c'est ce que sauront en première approche les élèves. Ils apprendront que les noms communs, ils varient en genre et en nombre. Le chat, la chatte. Les chats, les chattes, ils varient en genre et en nombre. Ça, c'est ce qu'ils sauront. Mais bon, on peut vous interroger sur des aspects beaucoup plus fins de cette définition-là. On ne vous demandera jamais classer les noms suivants en ce qu'ils sont des êtres vivants ou des idées. Les élèves savent le faire, on ne va pas vous interroger là-dessus. Mais on va vous interroger sur la finesse de la description. Ah bon? Ah, alors comme ça, les noms propres n'ont jamais de déterminant. Les Kennedy sont des vrais Machiavel. Les Kennedy, des Machiavel. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est deux phénomènes différents. L'un, c'était les membres d'une famille, et l'autre, c'est parce que c'est un caractère. Deux phénomènes différents à expliquer différemment. Et puis, il était pasteur du village. Pourquoi pasteur et pas le pasteur? Pourquoi pas de le village? Ben, le pasteur parce que c'est un attribut du sujet, et village parce qu'il y a du devant, une préposition. Deux phénomènes différents. Donc, vous, certes, vous maîtrisez la règle normale, vous maîtrisez ce que vous apprenez aux élèves, mais en plus, vous devez avoir des regards analytiques. Et donc, sur le nom, comme catégorie d'objet, comme catégorie de mots, il y a 4 ou 5 questions que vous devez maîtriser. La présence ou non des déterminants, le passage du pluriel, du singulier au pluriel, le passage du masculin au féminin, c'est ce qu'on verra la prochaine fois. Comment les noms ont des fonctions dans la phrase, c'est-à-dire qui sont au début de phrase, au milieu de phrase, en fin de phrase, et comment les noms peuvent être rétrécis ou agrandis, ajout, suppression, comment on peut faire des expansions, des suppressions. Le chat noir est mort, le chat de ma mère est mort, le chat que tu connais est mort, le chat noir de ma mère que tu connais, le chat noir de ma mère est mort. Ben, c'est toujours chat est mort. On peut en rajouter plein de bouts. Comment on fait pour rajouter des bouts à un nom? Ça, c'est les grandes questions qu'il faudra que vous maîtrisiez, et c'est ce qu'on va voir petit à petit. C'est tout pour aujourd'hui, on se voit la semaine prochaine.